C'est l'histoire d'une famille qui, depuis 24 ans, se bat pour connaître la vérité sur la mort de leur sœur, de leur fille. Paquita Parra a été assassinée par une nuit glaciale de décembre 1998, près d'Angoulême. Elle avait 30 ans. Son corps calciné a été retrouvé dans une voiture incendiée au pied d'une falaise de la vallée des Eaux Claires. Ce colcaise, vieux de 2 décennies, a connu de nombreux rebondissements, laissant parfois espérer aux frères et à la mère de Paquita que la résolution de l'affaire était proche. Et puis non, fausse piste, vice de procédure, une juge dessaisie. Les proches de Paquita ont tout connu. Vendredi 4 décembre 1998. C'est une nuit d'hiver glaciale. Une nuit noire et épaisse. À Puy-Moyen, à 10 km au sud d'Angoulême, la petite commune est profondément endormie. Seul le véhicule de patrouille de la gendarmerie de la Couronne vient fendre le silence de la nuit. Les gendarmes inspectent les alentours de la ville. En pleine semaine, hormis quelques chats errants, les rues sont vides. Un peu avant 4 heures du matin, les gendarmes s'enfoncent dans la vallée des Eaux Claires. Le week-end, ce site au pied des falaises calcaires est très fréquenté par les promeneurs et les amateurs d'escalade. La nuit, tout est désert et l'endroit est particulièrement lugubre. En s'enfonçant sur le chemin du Verger, la patrouille découvre une voiture. Enfin, ce qu'il en reste. Elle est stationnée près d'une falaise. Elle a été complètement incendiée. Encore chaude et fumante, il y a même de la braise au niveau des pneus. Manifestement, l'incendie vient tout juste de se terminer. Qui a bien pu mettre le feu à ce véhicule ? Ou alors c'est accidentel, pensent les gendarmes. Mais à y regarder de plus près, il n'y a aucune trace de coup sur la carrosserie. Les gendarmes appellent immédiatement des renforts et les pompiers. Une fois sur les lieux, les équipes s'affairent autour de la carcasse de la voiture. Au niveau du siège du conducteur, c'est bien ce qu'ils pensent. Cette forme, il s'agit de restes d'un corps carbonisé. La tête est penchée en arrière. C'est une vision d'horreur. Chose étonnante, le siège du conducteur a été reculé au maximum. Le corps calciné est d'une grande fragilité. Alors il est extrait avec la plus grande minutie pour ne pas qu'il se brise. Il est détaché avec le siège d'un seul bloc. Direction la morgue d'Angoulême. La voiture est une Fiat de couleur rouge. Les numéros sur la plaque d'immatriculation sont encore visibles. Quelques coups de fil plus tard, l'identité du propriétaire du véhicule est retrouvée. Il s'agit de Francesca Parra, surnommée Paquita Parra. Une jeune femme de 30 ans, employée dans une enseigne de la grande distribution à Puy-Moyen. Mais est-ce que ce corps calciné est le sien ? Et comment est-elle morte ? Pour les enquêteurs, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas pire comme scénario qu'un incendie. Les flammes ravagent tout sur leur passage. Et sans indice, les recherches s'annoncent très compliquées. Les techniciens de l'identification criminelle dépêchés sur les lieux vont méticuleusement analyser la carcasse du véhicule. Aucune effraction n'est constatée, mais le pare-brise avant a été démonté, certainement pour accélérer la combustion. Un travail de professionnel, rapide et efficace. La piste du suicide ou de l'accident est donc immédiatement écartée. Au pied du conducteur, des papiers ont été allumés avec une allumette et de l'essence a été aspergée près du siège. Dans l'habitacle, quelques effets personnels de la propriétaire du véhicule jonchent le sol. Une paire de lunettes carbonisées et sa carte grise. Le jour se lève, les techniciens quittent la vallée des Eaux Claires. Après avoir tenté de joindre la jeune femme à son domicile sans succès, les gendarmes filent chez la maman de Paquita. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Au petit matin, ils tapent à la porte de Carmen, qui se trouve avec l'un de ses fils, David. Tout de suite, les gendarmes expliquent ce qu'ils ont découvert et présentent à Carmen les lunettes cassées retrouvées dans la voiture incendiée. La mère de famille est sous le choc, car il s'agit bien des lunettes de sa fille. Dans un premier temps, les gendarmes retournent sur les lieux de l'incendie avec 2 des frères de Paquita pour tenter d'en savoir plus.
David et Jean-Marie sont bien étonnés de découvrir la voiture de leur petite sœur à cet endroit. C'est un lieu qu'elle ne fréquentait jamais, et encore moins la nuit. Elle n'a pas pu s'y rendre seule. À la vue du siège si reculé, les frères de Paquita reprennent espoir. Leur sœur est toute petite, 1,55 m tout au plus. Impossible de conduire aussi loin du volant. Ça ne peut pas être elle. Puis, ils accompagnent les gendarmes chez Paquita. La jeune femme habite seule une maison de ville rue de l'Église à Villebois-la-Valette, à 15 km d'Angoulême. Le pavillon est vide, bien rangé, aucune trace d'effraction. À l'étage, le lit est fait. Paquita n'a donc pas dormi chez elle. Il n'y a ni son sac à main, ni son manteau. Le mince espoir de revoir la jeune femme vivante vient de s'effondrer. D'autant qu'après avoir passé des coups de fil, les gendarmes savent qu'elle n'a pas dormi chez son petit copain et qu'elle ne s'est pas présentée à son travail. Le corps carbonisé ne peut être que le sien. Reste à attendre les conclusions du médecin légiste pour en avoir la certitude. L'analyse des dents, restée intacte malgré l'incendie, vient confirmer ce que tout le monde redoutait. Le corps brûlé est bien celui de Paquita Parra. Pour des raisons que l'on ignore encore aujourd'hui, le médecin légiste ne pratique pas d'autopsie complète sur le corps de la jeune femme. Les causes de sa mort sont donc impossibles à déterminer. La seule chose dont les enquêteurs sont sûrs, c'est qu'elle est décédée avant l'incendie, car dans ses poumons, aucune trace de suie n'est retrouvée. Elle n'a pas inhalé de fumée. Son corps sans vie a donc été positionné intentionnellement au niveau du siège conducteur, puis son meurtrier a mis le feu à la voiture. Le crâne est fracturé sur le côté droit, mais aucune trace de balle. A-t-elle reçu un coup violent à la tête ? En tout cas, c'est une mort programmée. Pour la famille de Paquita, le monde vient de s'écrouler. Qui en voulait à cette jeune femme sans histoire, solaire et bien dans sa peau ? Immédiatement, le parquet d'Angoulême ouvre une information judiciaire pour assassinat. Et pour tenter de percer le mystère de sa mort, les enquêteurs vont fouiller dans la vie de la jeune femme et reconstituer ses dernières heures avant sa mort. Paquita Parra est la petite dernière d'une famille de 6 enfants. Elle a 5 grands frères, c'est un peu la chouchoute et la protégée de cette famille nombreuse qui, à Villebois-la-Valette, est connue de tous. La ville est petite et les Parra, originaires d'Andalousie, ont élu domicile dans ce joli coin des Charentes dès les années 60. Paquita est très proche de sa mère Carmen. Elle passe la voir tous les soirs, un petit moment privilégié entre les deux femmes. Son père est mort 10 ans auparavant. Paquita attire les regards. Il faut dire qu'elle est particulièrement jolie. Petite brune pétillante aux longs cheveux bouclés, entourant un visage de caractère et de beaux yeux marrons, elle est très coquette, toujours apprêtée, même sans occasion particulière. Paquita a un emploi stable. Elle travaille dans une centrale d'achat d'une grande enseigne d'un supermarché et vient même d'acheter une jolie maison en plein cœur du village où elle habite seule. Depuis quelques mois, elle est en couple avec Patrick, un collègue de travail, sportif, discret et sans histoire, un brin timide et réservé. Pas vraiment l'homme qu'elle envisage comme le père de ses enfants, car à 30 ans, Paquita rêve de fonder une famille. Un travail, un petit copain, des sorties arrosées avec ses copines, bref, elle a le quotidien classique d'une jeune femme de son âge. Pourtant, à y regarder de plus près, il semble que la vie de Paquita ne soit pas si paisible qu'elle ne laisse paraître. Pour le comprendre, il faut remonter quelques heures avant son meurtre. On va s'arrêter un petit peu sur cette nuit du meurtre avec mon invitée, Maître Christine Maz. Maître Maz, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes l'avocate de la famille de Paquita Parra et bâtonnier au barreau de Bordeaux. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. J'imagine que ce n'est pas le genre de dossier que l'on a tous les jours, maître. Non, c'est évidemment les dossiers les plus graves. Alors, je ne parle même pas de dossier là, un instant de vie terrible, cataclysmique, une mort effroyable. Moi, à l'époque, j'ai vraiment le sentiment, j'ai 55 ans aujourd'hui, j'en ai 20 ans de moins à l'époque, 22 ans de moins, et je me dis, mais vraiment, qu'est-ce qui fait qu'une femme va connaître ce destin-là, ce sort-là? Ça m'interpelle tout de suite, ça.
tout de suite. Mhm. Je trouve que ça a une connotation tellement criminelle ou Mhm. tellement que je pense à un acte de grande criminalité à l'époque. Voilà. Ça, Mhm. je m'en rappelle énormément. Je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier. Alors, il y a une chose surprenante, quand même, au tout départ, si je reviens à cette nuit du drame. Le médecin légiste fait le choix de ne pas autopsier le corps de Paquita Parra. Est-ce que cela vous étonne, maître? Ben, ça me scandalise. Ça m'étonne. Je suis pas l'avocat de l'époque quand l'autopsie l'autopsie, qui n'en est pas une. On la prendra après aussi. Hein. C'est un vrai scandale. À l'époque, on a les possibilités de faire des autopsies, même sur des corps brûlés. Ça n'est pas fait. Souvent, ce que l'on voit dans les enquêtes qui sont sabordées comme ça, c'est qu'il y a une multitude d'éléments qui ne sont pas faits. C'est pour moi ce fiasco judiciaire, il est né de plusieurs problèmes qui sont consécutifs les uns les autres, avec beaucoup le mot incompétence. J'ai du mal à le dire parce qu'on peut louper des choses, même en matière de justice, mais quand même, il y a une orientation parcellaire et puis il y a des actes judiciaires qui auraient dû être faits et qui n'ont pas été faits dès le départ, notamment le gel des lieux. Pourquoi? Est-ce qu'on n'y pense pas à ce moment-là? Est-ce qu'on se dit que... Parce Qu'est-ce qui peut se passer dans leur tête à ce moment-là? je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gendarmes à l'époque. Le gel des lieux n'est pas fait. Et ce qui est un drame absolu parce que on sait. Donc il y a des traces qui disparaissent, des indices qui disparaissent? Sur une scène de crime, surtout que sur celle-ci, on a quand même des choses importantes à voir. Est-ce qu'il y a des traces de pneus, de pieds, des papiers qui pourraient nous amener à identifier des auteurs potentiels, des cigarettes avec la capacité de prendre de l'ADN. C'est ça le gel des lieux. Le gel des lieux, c'est chercher tout ce qui peut permettre d'amener à l'identification. On le voit d'ailleurs dans les dossiers terroristes où on trouve très vite dans les gels des lieux, dans la mise en place de moyens techniques sur des voitures, on trouve des choses qui amènent à identifier les conducteurs de cette voiture, la recherche d'ADN. Il y avait beaucoup de choses à faire à l'époque. Alors, attention, on a énormément progressé aujourd'hui. On n'était peut-être pas à la pointe des techniques que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est vrai, par contre. Pour autant, la disparition des indices avec l'incendie condamne la famille à ne pas savoir de quoi Paquita est morte. Dès le départ, comment ils le vivent, ça, le fait que ça va être compliqué? Des indices, il y en a dans le véhicule, on en trouvera. Ça, par contre, c'est fait. Tout est carbonisé. Donc, quand on est sur un moment comme ça de scène avec une voiture carbonisée, c'est plus compliqué, hein, parce que évidemment il y a plein d'éléments mais quand je vous parle de gel des lieux, moi c'est l'entourage du véhicule, c'est ça qui était important à faire, ça n'a pas été fait. Ça c'est vraiment. Mais comment ils vivent ça? Au départ, ils vivent pas ça. Ils arrivent dans une affaire criminelle. Vous imaginez bien une sœur qui meurt dans ces conditions, une fille qui meurt dans ces conditions. C'est par la suite, quand on va découvrir le dossier, quand on va travailler le dossier sur le plan judiciaire, qu'on va se rendre compte de ça. Et c'est vrai que on se rend pas forcément compte de ça lorsque le moment se réalise. C'est a posteriori qu'on se rend compte de ça, et il est trop tard. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, maître. On vous retrouve dans le prochain épisode de ce podcast consacré à l'affaire Paquita Parra. En reconstituant la dernière journée de la jeune femme, et contrairement aux apparences d'une vie bien rangée, les enquêteurs vont découvrir que Paquita courait un grave danger et elle s'en était confiée à la gendarmerie. De quoi Paquita avait-elle peur? Ses inquiétudes avaient-elles un lien avec son meurtre? C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de l'affaire Paquita Parra. Jeudi 3 décembre 1998. Comme d'habitude, Paquita quitte sa maison de Villebois-Lavalette pour se rendre à son travail. Elle arrive un peu avant 8 heures. Elle est employée dans une base logistique d'une enseigne de supermarché. Puis elle repart vers 17 heures, mais contrairement à d'habitude, elle ne passe pas voir sa mère. Elle rentre directement chez elle, puis à 18 heures, avec son compagnon Patrick, elle repart et se rend dans le garage tenu par son frère Jean-Marie.
Selon ce dernier, elle n'est pas dans son état normal, elle aurait même eu les larmes aux yeux. Écoutez le témoignage de Jean-Marie dans l'émission Non élucidée réalisée par Lucille Martin. J'avais eu la voiture de son petit copain en réparation. Donc ils sont arrivés le soir, tous les deux, et j'ai trouvé Paquita un petit peu bizarre. Elle avait les larmes aux yeux, elle allait pleurer ou elle venait de pleurer. Et je lui ai demandé si elle avait un souci. Elle m'a dit non, tout va bien, tracasse pas, il n'y a pas de problème. À la suite de cette visite au garage, Patrick repart de son côté et Paquita du sien. Mais au lieu de rentrer chez elle, la jeune femme file à la gendarmerie de Villebois-Lavalette. Elle demande à être entendue pour une histoire de chèque volé. Il est 19h et le gendarme qui la reçoit refuse de prendre sa déclaration. Il lui demande de revenir le samedi, jour où elle a effectivement déjà une convocation prévue à cette même gendarmerie pour cette fameuse histoire de chéquier volé pendant l'été. Mais la jeune femme est stressée, alors elle insiste. C'est important, ils doivent l'entendre, car samedi, il sera trop tard, dit-elle. Et puis, elle a cette demande surprenante. Elle demande qu'on la mette sur écoute, comme l'actrice Carole Bouquet. Car, dit-elle, elle a besoin d'être rassurée. De quoi ou de qui Paquita a-t-elle si peur ? Impossible de le savoir, puisque le gendarme n'entendra pas la jeune femme, prétextant qu'il préfère prendre toutes les dépositions en même temps le samedi. Cette histoire de chèque volé est-elle la clé du mystère ? Ce soir-là, Paquita repart seule de la gendarmerie vers 19h30 sans avoir pu livrer son secret et ses angoisses. Pour les enquêteurs, cette soirée du jeudi 3 décembre est un mystère. Alors, ils décident de lancer un appel à témoins dans la presse. Ceux qui auraient vu la jeune femme ce soir-là sont pressés de se manifester. Et en effet, un certain Jean-Michel appelle la gendarmerie et livre un témoignage important. Il est persuadé d'avoir vu Paquita dans sa voiture, chemin du Verger, dans la vallée des Eaux Claires, aux alentours de 22h15. Il était alors avec son épouse en voiture. Écoutez-le toujours dans l'émission Non élucidée. Quand je suis revenu à 22h15, que je redescendais pour rentrer chez moi, et là, j'ai vu la fille. À mon avis, quand je suis arrivé, elle attendait quelqu'un. Elle a regardé comme si elle voulait voir la voiture qui arrivait. C'est pas ce qu'elle attendait. Ma femme qui était avec moi m'a dit elle est folle de se mettre là, disons, elle va se faire zigouiller. Ce témoignage confirme ce que pensent les proches de Paquita. Elle devait forcément avoir rendez-vous dans cet endroit avec une personne qu'elle connaissait, et les chèques volés devaient être la raison de ce rendez-vous. Une deuxième personne appelle la gendarmerie. Elle dit avoir vu des flammes hautes à 23h30 sur le parking. Paquita a donc dû être tuée entre 22h15 et 23h30, et elle devait forcément connaître son agresseur pour le suivre dans cet endroit si isolé. Mais au lieu d'avancer sur la piste des carnets de chèques volés, les enquêteurs préfèrent creuser du côté de la piste amoureuse. À commencer par le dernier petit ami de Paquita, Patrick, le discret, le réservé. Aurait-il quelque chose à se reprocher ? Depuis la mort de sa petite amie, silence radio. Il ne donne aucune nouvelle à la famille de Paquita et ne semble même pas affecté par sa mort. Les écoutes téléphoniques l'attestent. Au téléphone avec sa mère, il insulte la jeune femme, la traitant de salope, car il a appris que pendant leur relation, Paquita voyait toujours son ex-petite amie. Ça l'a rendu fou. Malgré cette étonnante attitude, il a un alibi. Le soir du drame, il regardait le match de foot à la télé. Les gendarmes en restent là. Et l'ex-petit ami alors, celui que nous appellerons Christophe, c'est vrai que les enquêteurs ont retrouvé chez Paquita une lettre de 15 pages de cet homme dans le salon. Il est resté 4 ans avec elle et il n'a jamais été apprécié par la famille Parra, c'est le moins qu'on puisse dire. Artiste peintre, marginal, bad boy, vivant encore chez ses parents, provocateur, autoritaire et violent avec la jeune femme, l'homme de 31 ans a tout pour déplaire. Les frères de Paquita ont toujours vu d'un très mauvais œil l'histoire entre Paquita et Christophe. À plusieurs reprises, la jeune femme s'est présentée en réunion de famille, le visage tuméfié, de quoi rendre fou ses frères prêts à en découdre avec son petit ami. Mais Paquita s'y est toujours opposée. Elle avait peur de Christophe et de ses réactions.
Écoutez le témoignage de la nièce de Paquita dans Non élucidé. Elle m'a expliqué qu'il l'a frappée, il lui mettait des coups de genoux dans le ventre, qu'il était vraiment violent alors qu'elle mesure 1m57, lui je pense qu'il fait au moins 1m85. Après 4 années d'une relation toxique, le couple se sépare en janvier 1998. Enfin, officiellement. En réalité, Paquita et Christophe continuent de se voir, au restaurant, à l'hôtel. 3 jours avant le meurtre, les deux amants sont encore aperçus ensemble. Le profil de Christophe est particulièrement inquiétant, d'autant que, selon les frères de Paquita, il aurait balancé à leur petite sœur un jour alors qu'il était en colère « Si je te fais quelque chose, personne n'en saura rien ». Dans la voiture de Paquita, une lame de cutter et des tubes de gouache ont été retrouvés. C'est exactement le matériel qu'utilise l'artiste pour peindre. Le jeune homme a tout d'un suspect idéal. Pendant 9 mois, il est placé sur écoute, mais cela ne donne rien. La juge d'instruction décide de faire appel à une technique nouvelle arrivée tout droit des États-Unis. Pour déterminer la personnalité de Christophe, elle demande l'aide d'une profileuse. Et cette dernière, sans jamais avoir rencontré cette ex-petite amie, dresse dans son rapport d'expertise le portrait d'un psychopathe tout à fait capable de passer à l'acte. Une perquisition est organisée à son domicile. Et bingo, un ticket de caisse révèle que le jour de la mort de Paquita, Christophe a acheté une paire de gants en latex et 3 bidons d'essence. Avec tous ces indices, 11 mois après la mort de la jeune femme, l'artiste peintre est placé en garde à vue. Devant les gendarmes, il dit ne pas du tout comprendre ce qui lui arrive. Il le jure, il n'a rien fait à Paquita. Il ne la voit plus. Ils ont rompu depuis le mois de janvier 1998. Enfin là-dessus, on sait qu'il ment. Alors oui, c'est vrai qu'il est violent. Ça, il ne le nie pas. Mais encore une fois, il n'a pas tué Paquita. Et les gants achetés le jour du meurtre, c'est pour des travaux de peinture qu'il effectue dans une entreprise. Et le combustible, c'est de la térébenthine qu'il utilise pour ses chantiers. Et puis, il a un autre alibi. Le soir de la mort de Paquita, il était au restaurant La Bonne Franquette, à La Couronne, avec un vieux copain, à 10 km de la vallée des Eaux Claires. Le vieil ami en question est immédiatement appelé. Et il confirme cette soirée au restaurant, bien qu'il ait été surpris de l'appel de Christophe qu'il ne voyait plus depuis longtemps. Quant aux propriétaires du restaurant et les clients, ils confirment, eux aussi, que les deux hommes étaient bien présents ce soir-là au restaurant. Mais selon les gendarmes, il a tout à fait eu le temps de rejoindre Paquita sur le lieu du crime, juste après le restaurant pour la tuer. La théorie des enquêteurs, c'est celle-ci. Un féminicide à la suite de violences conjugales répétées. Le 30 septembre 1999, Christophe est mis en examen et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Angoulême. Moins d'1 an après la mort de la jeune femme, ses proches sont soulagés. Enfin, ils tiennent le meurtrier de Paquita, ils vont pouvoir faire leur deuil. Mais depuis sa cellule, Christophe continue de clamer son innocence. Ce n'est pas lui qui a tué Paquita et il va tout faire pour le prouver. Sa famille va faire appel à un détective privé, Roger Marc Moreau. Ce spécialiste de la contre-enquête va reprendre toute l'affaire depuis ses débuts et en quelques jours mettre à mal tous les indices retenus contre Christophe. D'abord, le copain qui a passé la soirée au restaurant avec Christophe le soir du meurtre est réentendu par le détective. Et il déclare que Christophe l'a redéposé chez lui juste après 23h. Christophe, de son côté, assure avoir branché la télé en arrivant chez lui. Il a regardé un film avec Jerry Lewis, un acteur américain dont il est fan. Il décrit avec précision une scène du film qu'il a visionnée en arrivant. Cette scène se situe 7 minutes après le début du film, qui a débuté à 22h50. Difficile donc de se retrouver en même temps dans la vallée des Eaux Claires et devant la télé. Et puis rappelez-vous, la fameuse profileuse mandatée par la juge d'instruction, elle n'a jamais rencontré une seule fois le suspect. Non, elle s'est juste contentée d'analyser un dossier. Autre aspect gênant,
La veille et le jour de l'interrogatoire à la gendarmerie, cette criminologue a passé de nombreux coups de fil aux gendarmes et a dirigé l'interrogatoire. Selon l'avocat de Christophe, Maître Lalanne, elle a donc pris la place du juge d'instruction. Et c'est tout simplement illégal. Les unes après les autres, les pièces de l'épais dossier tombent. En octobre 2002, la Cour d'appel de Bordeaux estime que l'experte a orienté l'enquête. Il y a eu vice de procédure et atteinte aux droits de la défense. La garde à vue de Christophe est donc annulée et, fait rare, la juge d'instruction d'Angoulême est dessaisie. Après 10 mois de détention provisoire, Christophe est libéré, faute de preuves. 120 000 € lui sont même accordés pour détention abusive. Le dossier sur la mort de Paquita est désormais vide. Pour les frères de Paquita et sa mère Carmen, c'est un énorme coup dur. Avec ce sentiment que l'enquête a été bâclée et mal orientée. L'avocate de la famille de Paquita, maître Christine Maz, ne mâche pas ses mots. Dans la presse, elle parle d'un fiasco judiciaire. 2 ans après la mort de la jeune femme, l'enquête repart à zéro. Mais les choses n'avancent plus. Faute de preuves et de nouvelles pistes, en 2010, le dossier Paquita Parra est refermé. Maître Christine Maz, vous êtes toujours avec moi, vous êtes l'avocate de la famille Parra. Lorsqu'en 2010, soit 12 ans après la mort de Paquita, sa mère Carmen, ses 5 frères entendent de la part de la justice « C'est fini, le dossier est clos, on ne cherchera plus ». Que ressentent-ils, maître? C'est une deuxième mort. C'est un effondrement absolu, c'est un abandon. Non seulement il y a eu ce fiasco judiciaire, et maintenant on est dans l'abandon judiciaire. C'est ce qu'il y a de pire pour des familles victimes. Et parce qu'on sait très bien, nous, que si la justice ne suit pas ce dossier, mais c'est terminé. Donc c'est un moment très dur. On est face à ce que j'ai vécu comme une injustice. Une injustice, mais la pire qui soit. C'est-à-dire, on s'est trompé, parce que c'était ça aussi, on s'est trompé, mais on ne va pas rester ouvert. Mais est-ce que à ce moment-là, c'est cataclysmique dans la famille, c'est l'abandon judiciaire. J'ai vu des gens s'effondrer, j'ai vu une maman enterrer une nouvelle fois Paquita. C'est un moment très lourd pour la famille, un moment d'ailleurs où la maman, dans la salle d'audience, se met à crier, les frères à hurler. C'est un moment qui est marqué dans ma mémoire d'avocat. Et c'est terrible parce que dès le départ, cette enquête s'oriente de manière unique sur cette voie-là, portée par des enquêteurs qui mordicus rejettent toute autre orientation de l'enquête. Et c'est un désastre. Voilà, c'est ce que j'ai appelé, et ce que j'appelle encore, le fiasco judiciaire. Quand on vous sert un criminel, quand vous venez de perdre ce qu'il y a de plus beau au monde... Et on y croit. On y croit. Enfin, et c'est pas des gens qui connaissent la justice, c'est pas des gens qui... C'est des gens qui font confiance à l'autorité judiciaire aussi. La maman, elle a besoin d'avoir un juge qui lui dit c'est lui le tueur de Paquita. Alors, ce n'est pas la première fois que l'on entend une enquête qui part dans une direction, puis impossible de faire bouger les lignes, à la fois pour les parties civiles ou même la défense. Pourquoi, d'après vous, en 98, puis dans les années qui suivent, les enquêteurs, la juge d'instruction ne s'ouvrent pas justement à d'autres hypothèses? Ça paraît insensé et pourtant ça arrive souvent. Alors, quelques autres hypothèses sont... Il faut être vraiment... Je vais être loyale, totalement, et transparente, j'ai toujours été. D'autres hypothèses sont évoquées, 4, je crois, à l'époque, sous mémoire. Mais on ne va pas loin. C'est-à-dire qu'on sent très bien un directeur d'enquête qui est focus sur le petit ami, et ces hypothèses-là, les autres, ne sont pas investiguées dans leur matérialité, notamment un protagoniste, dont je tairai le nom parce que l'instruction est en cours actuellement, qui détient des armes dans sa maison. Les armes ne seront pas saisies
Les armes ne feront pas l'objet de la moindre investigation. Ça vous montre que quoi? Même si on évoque potentiellement un autre protagoniste, On n'y va pas. ne va pas. Non, on n'y va pas. Et c'est vraiment ce qui se passe. Alors, on reparlera dans l'épisode 4 de ce protagoniste mystérieux dans le dossier, qui est dans le dossier depuis le début. Juste avant d'aller sur ce terrain-là, après 2010, je l'ai dit, le dossier est clos, mais vous allez vous battre, notamment en alertant les médias pour ne pas que Paquita Parra tombe dans l'oubli. Vous voulez que l'on continue à chercher. Que se passe-t-il durant les quelques années qui suivent la clôture du dossier, mais avant 2017? Avant 2017, là, le dossier donc est abandonné par la justice. Et nous, on n'abandonne pas. C'est-à-dire qu'on se dit, mais on ne va pas pouvoir abandonner ça, c'est pas possible. Et on fait beaucoup de médias. Ce qui va amener à réceptionner, l'avocat que je suis et la famille, énormément de témoignages, énormément d'éléments qui vont me permettre d'écrire au procureur de la République de l'époque. Et j'ai pas cessé de lui écrire, non pas pour l'ennuyer, mais lui porter à la connaissance de tout ce que nous réceptionnons. C'est-à-dire qu'on réceptionne plein de choses à l'époque. Des lettres anonymes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous réceptionnez? Des lettres anonymes, des témoignages, des gens qui veulent parler. Il y a des gens même qui ne viendront pas vers nous, mais iront à la gendarmerie parler de certaines choses qu'ils n'ont pas dites à l'époque, parce qu'on ne leur avait pas demandé. Ah oui, c'est là où tout d'un coup, eh bien, les choses changent d'orientation. Mais alors, quand un dossier est clos, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous recueillez des informations, mais il n'y a plus de dossier, il n'y a plus de magistrats qui s'en occupent. J'écris au procureur de la République qui, lui, ouvre ce qu'on appelle une enquête préliminaire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas ouvrir une nouvelle instruction parce qu'il n'a pas d'éléments suffisamment nouveaux pour pouvoir le faire. Les textes sont très clairs là-dessus, mais il est quand même en capacité d'ordonner une enquête et il saisit des gendarmes pour enquêter sur les éléments que nous lui porterons et des éléments qui viendront aussi parce qu'on a fait des télés, on a de la radio, les médias ont été merveilleux. Eux, les médias ne sont pas abandonnés. Et c'est ces éléments-là qui vont être portés à la connaissance des différents enquêteurs, sous le contrôle du procureur de la République. Mais la difficulté, c'est que moi, je n'ai pas accès à l'enquête, mais je n'ai accès qu'au procureur de la République. Et le procureur de la République va quand même diligenter on va dire une poursuite, très claire, une enquête préliminaire, tout en me disant, mais maître Maz, je ne suis pas dans la capacité de réouvrir un dossier parce que les éléments que vous m'apportez ne sont pas suffisants pour le faire. Il faut un élément vraiment nouveau pour relancer l'enquête. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode, maître. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'avocate de la famille Parra et bâtonnier du barreau de Bordeaux, maître Maz. On vous retrouve dans le prochain épisode. L'histoire aurait pu en rester là. Un meurtre non élucidé, comme malheureusement de nombreux autres, et une famille meurtrie. Mais c'est sans compter un nouvel événement qui va entièrement relancer l'affaire. En 2017, soit 19 ans après le meurtre de Paquita Parra, un professeur de dessin décide d'emmener ses élèves en forêt pour trouver l'inspiration. Une des élèves va découvrir au pied d'un arbre une mystérieuse boîte rose à peine dissimulée sous un feuillage. Un petit objet qui va permettre de relancer l'enquête et peut-être de retrouver le meurtrier de Paquita. Avril 2017. C'est une sortie originale que propose ce jour-là l'un des professeurs d'art plastique d'un lycée près d'Angoulême. Une virée dans les bois de Puy-Moyen, histoire de dénicher des éléments insolites pour trouver l'inspiration. Chaque élève part avec en tête le souhait de découvrir un trésor. À peine dissimulée au pied d'un arbre, une adolescente tombe sur une boîte rose. Elle l'ouvre et à l'intérieur, elle découvre une série de cartes de fidélité, un porte-chéquier et un badge professionnel au nom de Francesca Parra. Mais elle n'en parle à personne et ramène la boîte chez elle, cachée sous son lit. « 9 mois se sont écoulés.
Alors qu'elle entreprend un grand rangement dans la chambre de sa fille, la mère de l'adolescente découvre la boîte poussiéreuse abandonnée sous le lit. Elle s'empresse alors de faire des recherches sur Internet. En tapant le nom indiqué sur les papiers, la mère de famille découvre l'impensable. Les documents dans ses mains sont ceux de Paquita Parra, morte il y a 20 ans, ici, juste à côté de chez elle. La mère de famille dépose immédiatement la petite boîte chez les gendarmes. L'affaire va connaître un nouveau souffle et la famille Parra reprendre espoir. Il y a quelques mois, l'enquête rebondit de manière spectaculaire à moins de 2 km des lieux du drame. Au cours d'une sortie scolaire, une lycéenne découvre des objets qui ont appartenu à Paquita. Dans une boîte rose, des cartes de fidélité, un badge professionnel et un porte-chèque. Les scientifiques sont formels, cette boîte n'a pas passé 20 ans dans la nature. Elle a été déposée récemment. Pour son frère, c'est un motif d'espoir, mais aussi de nouvelles interrogations. Pourquoi cet endroit? Pourquoi, si c'était l'auteur des faits, pourquoi ne nous a-t-il pas fait disparaître, tout comme il a pu faire disparaître, ou tenter de faire disparaître le corps de Paquita? C'est une énigme. Tous ces éléments matériels découverts dans la forêt sont désormais en cours d'analyse ADN. Dans la famille, l'espoir renaît enfin. Particulièrement pour Carmen Parra, 86 ans, la mère de Paquita. Quelques jours seulement après sa mort, elle a choisi de venir habiter ici, dans la maison de sa fille. Dans ce lieu transformé en sanctuaire, elle garde l'espoir de comprendre un jour ce qu'il s'est passé. J'ai envie toujours de savoir la vérité, parce qu'on est toujours pareil, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'il a souffert, s'il a eu peur de savoir la vérité avant de partir dans la tombe. Le meurtrier rôde-t-il toujours dans le coin? Et puis pourquoi avoir déposé cet objet ici 20 ans après les faits? Quelqu'un se sentait-il menacé, acculé? Peut-être bien, car juste avant la découverte de cette boîte, un nouveau procureur avait pris la décision de rouvrir le dossier Paquita Parra par le biais d'une enquête préliminaire. Ce qui veut dire de nouvelles auditions et des perquisitions à venir. À présent, ce sont les gendarmes de la section de recherche de Poitiers qui vont tenter de répondre à toutes ces questions. Et ils vont commencer par analyser les ADN retrouvés sur la boîte. Il y en a 3. Celui de la jeune fille qui a découvert la boîte, celui de sa mère, mais le 3e est inconnu. Le 18 juillet 2018, l'information judiciaire est rouverte. Un nouveau juge d'instruction est saisi. Et chose extrêmement rare, décidément ce dossier n'est pas comme les autres, la justice va ordonner l'exhumation du corps de la victime pour analyser les restes du corps et tenter de découvrir à qui appartient l'ADN inconnu retrouvé sur la boîte rose. « 4 septembre 2019, un peu avant 14h, devant le cimetière de Villebois-la-Valette. Le quartier est entièrement bouclé. Les journalistes sont nombreux, mais tenus à bonne distance par un important dispositif de sécurité. 4 des frères de Paquita, accompagnés de leur avocate, avancent vers la tombe de leur petite sœur. Carmen, 87 ans, la mère de Paquita, trop âgée, n'a pas eu le courage de venir. Mais elle veut savoir pour pouvoir faire son deuil. Imaginez l'émotion que suscite un tel événement et le courage qu'il faut aux frères de Paquita à ce moment-là, devant son cercueil déterré 21 ans après sa mort. 4 frères unis autour de la tombe sans corps de Paquita Parra. Quelques instants après l'exhumation, difficile de retenir leurs émotions. Sur le coup, Salvatore Parra, l'un des frères de Paquita. Le plus dur, c'était tout à l'heure, avant de partir de la maison, où ma mère est restée, où elle a craqué, elle a repensé à ça, et c'est difficile de voir une mère qui craque. Bon, c'est pas la première fois, mais là, au bout d'21 ans, il est temps que ça s'arrête. Plus d'une heure avant l'exhumation, le village est déjà quadrillé par les gendarmes. Impossible d'approcher le cimetière. Preuve que l'opération menée est délicate, mais surtout essentielle pour la résolution de cette affaire aux multiples rebondissements. L'exhumation a été demandée par le juge d'instruction en charge de l'enquête après la découverte en août 2018 de plusieurs effets personnels de la victime,
Après analyse, un profil ADN suspect est identifié, mais la personne est inconnue des forces de l'ordre. Maître Christine Maz, avocate de la famille Parra. On attend beaucoup, on attend un travail sur l'ADN, on attend une manifestation importante sur le plan technique pour expliquer les causes du décès. Le cercueil, très abîmé, est immédiatement transféré dans les locaux de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, à Rosny-sous-Bois, en région parisienne. Sur place, le corps de la jeune femme est autopsié. Il est d'abord passé au scanner pour tenter de retrouver des indices sur les os. Comment a-t-elle été tuée? Lui a-t-on tiré dessus? Lui a-t-on fracturé le crâne? Bien que le corps soit calciné, grâce aux nouvelles technologies, des éléments nouveaux peuvent apparaître. Et puis, il y a un nouveau logiciel qui a fait son apparition. C'est Anacrime, une révolution pour les enquêtes criminelles. Anacrime permet de faire des schémas relationnels et des chronologies, même avec de très nombreuses personnes interrogées dans un dossier. Il permet donc de recouper toutes les informations et vérifier qu'aucune hypothèse n'a été laissée de côté. Pendant ce temps, des témoins sont à nouveau entendus, la famille de Paquita aussi. Parmi elles, il y a David, l'un de ses frères. Cela fait des années que David a perdu le sommeil et dans ses nuits agitées, il a réfléchi, longuement. Il a aussi lu le dossier des centaines de fois. Les cotes, il les connaît par cœur et il s'est fait une opinion. Pour lui, c'est sûr, il s'agit d'un crime crapuleux et les noms des criminels sont dans le dossier. Rappelez-vous, depuis le début, les frères de Paquita sont persuadés que les chèques volés ont un lien avec la mort de leur sœur. Le 3 janvier 2020, c'est une journée froide d'hiver, de celle où le ciel ne se lève jamais. Au cimetière de Villebois-la-Valette, le cercueil de Paquita retourne sous terre. Entourés des hommes de la gendarmerie, les frères de Paquita assistent une deuxième fois à l'enterrement de leur petite sœur. Là encore, Carmen ne se déplacera pas, préférant rester à la maison. Enfin, chez sa fille, chez qui elle habite depuis sa mort. Entourée des photos jaunies de Paquita qui pose sourire aux lèvres, ultime souvenir du visage rayonnant de la jeune femme. Côté enquête, les recherches se poursuivent. Et comme il y a 20 ans, les gendarmes lancent un nouvel appel à témoins. Toute personne qui aurait des informations est la bienvenue. La stratégie est payante. Une lettre signée d'un ancien directeur de banque affirme que l'un de ses clients, au moment des faits, lui a affirmé connaître l'assassin. Quant à Anacrime, il permet également de faire avancer l'enquête. Se rapprocherait-on enfin de la vérité? La famille Parra va-t-elle enfin découvrir le visage de celui qui a tué Paquita? Maître Christine Maz, vous êtes toujours avec moi, vous êtes l'avocate de la famille Parra. La découverte de la boîte rose dans les bois, déposée peu de temps avant, on le sait puisque la qualité des documents à l'intérieur l'atteste, va permettre à l'enquête de repartir. Selon vous, maître, que cherche à dire celui qui a déposé cette boîte dans les bois? Vous l'avez compris, ce dossier se ferme en 2010. Une enquête préliminaire est en cours, sous les éléments que nous pouvons confier, qui sont recueillis par des personnes grâce aux médias. Et puis tout d'un coup, la découverte miraculeuse de cette boîte, de ces éléments. Alors il n'y a pas qu'une boîte, il y a d'autres éléments à côté. Un vêtement. Puis un vêtement. Et puis ces documents qui vont être trouvés par une jeune fille. Et c'est ces éléments-là, découverts dans un état très correct, qui laisse penser qu'ils avaient été cachés quelque part, qui permettent de dire que le procureur de la République qui va nous convoquer, qui va vous dire « je vous ai dit que j'ai réouvert l'affaire de Paquita à l'instruction ». C'est un moment incroyable. À ce moment-là, je dis, mais le dossier a parlé. C'est évident que quelqu'un est venu les mettre, les cacher. Il y a deux éléments qui m'interpellent. Premier élément, on cache ces documents dans un bois ou dans un endroit, pas au fond d'un bois, dans un endroit quand même accessible aux piétons. Et on les cache pas de manière totale, on les dissimule un peu, ce qui laisse cette jeune fille pouvoir les trouver. Et deuxième point, mais quand même, ces documents n'ont jamais été détruits.
Et ça, pour moi, c'est une vraie question. Et est-ce que d'après vous, c'est un proche du meurtrier, ou est-ce que vous avez une hypothèse là-dessus ou... D'abord, le dossier parle, donc l'enquête préliminaire a dû permettre à la personne qui a caché ces documents de vite les cacher, peut-être en s'inquiétant d'une éventuelle perquisition. Et deuxièmement, on a souvent des documents comme ça appartenant à des victimes qui sont gardés. Alors, quelqu'un qui avait un lien peut-être plus proche avec la victime et qui n'a pas pu s'en défaire, c'est une vraie question pour nous, ça. Et c'est une question qui n'est pas élucidée à ce jour. Dans cette boîte, il y a 3 ADN qui sont retrouvés, celui de la fille qui a retrouvé cette boîte justement, de sa maman, et il y a un autre ADN inconnu. Est-ce que les enquêteurs ont découvert à qui appartenait ce dernier ADN? À ce jour, nous n'avons pas de découverte identifiée d'un ADN. C'est compliqué l'ADN parce que ces documents avaient été quand même beaucoup touchés par la famille, les professeurs. Voilà, donc on est quand même... dans les comparaisons d'ADN sur des éventuels protagonistes du dossier, pour l'instant, l'enquête ne dit rien. Voilà. Fait rare, la juge d'instruction prend la décision de faire exhumer le corps de Paquita. À ce moment, quelle est la réaction de vos clients? Est-ce qu'ils reprennent espoir? Et vous-même, maître, est-ce que c'est un moment... Le moment de l'exhumation, c'est quelque chose de difficile parce que ça montre quand même la carence de l'enquête en se disant mais on a peut-être loupé quelque chose, il y a peut-être et je le dis moi d'ailleurs à l'époque au juge d'instruction de l'époque en disant mais on n'a jamais été voir s'il y avait une balle, si on peut pas trouver un élément matériel qui permettrait de dire qu'il y a eu un coup de couteau, tout ça, et à l'époque on prend la décision de ça. On en parle, je pense que le juge d'instruction est convaincu qu'il faut quand même reprendre ça. Et il a bien fait, vraiment. On le regrette, c'est un moment terrible, l'exhumation du corps de Paquita. Je crois que là vraiment, la maman, les frères ont vécu une douleur immense, vraiment. Mais dans le cadre de la nécessité de l'enquête, ils y sont favorables, ils veulent vraiment avancer. Et est-ce que le corps parle? Le corps parle pas. Le corps parle pas. Les investigations qui ont été faites n'ont amené aucun élément pouvant être exploité à ce jour. Alors j'avance un petit peu dans cette histoire aux multiples rebondissements. La famille de Paquita et vous-même êtes persuadés que la mort de Paquita est liée au chèque volé et au grand banditisme. Pourquoi, maître? Les éléments d'enquête sur lesquels je me tairai aujourd'hui au regard des obligations qui sont les miennes et puis aussi au regard de la nécessité d'une enquête qui doit se faire dans les meilleures conditions possibles pour pas lui nuire à cette enquête. Aujourd'hui, se posent des orientations d'enquête qui n'ont jamais été investiguées jusqu'alors. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde l'acte monstrueux de détruire par les flammes un corps dans une voiture, on peut pas se dire, enfin, on ne peut pas ne pas évoquer des actes liés au grand banditisme. Ça ne veut pas dire que dans cette orientation, ça soit ça qui résonne, et puis les investigations aujourd'hui en cours sont en cours, donc il est hors de question pour moi d'évoquer tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce dossier qui amène des ouvertures d'investigation importantes est en capacité de se poser véritablement cette question. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus. Près d'un quart de siècle après la mort de Paquita et une enquête aux multiples rebondissements, l'avocate de la famille Parra, maître Christine Maz, en est sûre, la découverte de la vérité n'a jamais été aussi près. Les 5 frères et la maman de Paquita vivent dans l'attente depuis près de 25 ans et ils n'ont pourtant jamais baissé les bras. Ils veulent la vérité après tant de mauvaises pistes, d'erreurs, de procédures et de temps perdu. David Parra est l'un des frères de Paquita. David Parra, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci de m'avoir invité surtout. Merci.
Alors, je précise pour les auditeurs que David est en ligne au téléphone, donc on s'excuse par avance du son qui pourrait être un petit peu gênant. Mais le plus important, c'est que David soit là. David, j'ai une question toute simple. Comment allez-vous et comment va votre famille aujourd'hui, 25 ans après la disparition de votre petite sœur? Eh bien, l'on survit. On va très mal. Enfin, pour moi, personnellement, je vais très mal. Car effectivement, 23 ans après ce drame effroyable, il est difficile de reprendre un équilibre normal dans une vie où on est en totale incompréhension et en total mystère. Je pense que mes frères, ma mère est malheureusement malade, vivent très mal également cette situation, oui. Vous avez tout connu dans cette affaire, David. L'angoisse, les doutes, le sentiment que la vérité se rapproche. Justement, comment on tient? Vous dites que vous allez mal, que vos frères vont mal. Mais qu'est-ce qui fait tenir? Eh bien, ce qui fait tenir, c'est souvent la question que je me pose, vous savez, c'est qu'il nous reste notre mère et qu'elle a toujours voulu connaître la vérité avant de partir. Le temps, malheureusement, commence à nous échapper. Et puis pour notre sœur, qui n'a jamais fait de mal à personne, une femme, une fille d'une gentillesse, et puis voilà, nous n'avons jamais connu la violence dans notre famille, dans notre entourage. Un jour, on vous donne le nom d'un pseudo-criminel, ensuite un suspect, ensuite on revient en arrière, ensuite il y a des erreurs, ensuite et puis on l'on apprend un domaine qu'on ne connaît pas du tout, parce que c'est pas du tout notre métier, ni du tout notre domaine. Et bien le cœur de la justice et ce qui se passe dans la justice. Et malgré le fait que ce soit des hommes derrière la justice, mais il y a un sérieux, de sérieux problèmes dans les procédures judiciaires. On a eu de cesse de le dire. J'avoue que je veux pas dire qu'on joue de malchance, mais ça continue encore. Avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le dossier de votre sœur, de la mort de votre sœur, pour revenir à ces jours qui ont précédé la mort de Paquita, vous avez dit dans des interviews, vous et vos frères, que les derniers temps, avant sa mort, elle n'était quand même pas comme d'habitude. Elle semblait avoir peur. Comment ça se manifestait? Ce n'est pas vraiment de la peur dans le sens propre du terme. Elle était extrêmement soucieuse et voilà, elle n'avait plus le sourire tel qu'elle l'avait auparavant. Et ça, on l'a ressenti dans l'été avant sa mort. Et donc elle était soucieuse systématiquement. J'ai posé cette question à Maître Maz. Je vous pose la question. En juin 2021, 4 hommes ont été interpellés, placés en garde à vue pour des vérifications d'emploi du temps. 4 hommes relâchés. Qui sont ces 4 hommes? Est-ce que vous les connaissez? Oui, les 3 personnes, il n'y a pas que des hommes. Dans les 4 personnes, les 3 personnes dont je ne citerai pas le nom par respect du cours d'instruction, mais je garde évidemment le droit de vous indiquer que j'ai été en garde à vue, oui. Près de 25 ans après la mort de votre petite sœur, vous, le frère, l'un des frères, vous êtes placé en garde à vue. Pour quelle raison? Je n'avais de cesse, comme on a toujours fait, là aussi, depuis 23 ans, de rencontrer les enquêteurs qui se sont tous succédés, les sections de recherche, les brigades de recherche, les juges, tous les magistrats, tout ce qui constitue une enquête criminelle. J'ai eu un appel en me disant, écoutez, monsieur Barra, oui, il n'y a pas de problème, on peut vous rencontrer, je dois venir au bureau de la section de recherche. Non, pas du tout. Venez à Angoulême, c'est plus facile pour nous. Et puis, quand je suis arrivé, il m'a dit, à compter de ce moment-là, vous êtes passé en garde à vue. Voilà. Mais comment vous avez réagi? Je ne supporte pas du tout cette situation d'avoir été mise en garde à vue pour le meurtre de ma sœur. Ouais, je comprends. Je ne supporte pas. Je ne supporterai jamais d'ailleurs. Et alors que je ne veux pas craquer, je veux vous dire, je n'ai strictement pas craqué, ne serait-ce que pour ma mère et pour ma sœur, et pour ma sœur en premier. Je n'ai pas craqué car je n'ai rien à cacher.
bien au contraire, puisque j'ai pu tout dire, j'ai fait l'objet d'une confrontation, enfin, des choses que je ne connaissais pas, hein. C'est pas inintéressant, je veux dire, sur le fond, hein. Mais le problème, c'est dans les conséquences psychologiques, parce que être mis en garde à vue pour le mettre dans sa sœur, moi j'étais celui qui était le plus proche de Paquita, et moi tout a été détruit autour de moi, plus de travail, plus rien, et de me retrouver en garde à vue en plus, alors que je n'ai eu de cesse là aussi de faire la recherche de la manifestation de la vérité, d'aider les enquêteurs, d'être sollicité, de toujours répondre, donc oui, l'affaire de Paquita, c'est ça, la justice, c'est ça. Comment a réagi votre famille quand vous avez été placé en garde à vue ? Elle a fait bloc, c'est-à-dire que de suite, mes frères des 4 coins de la France sont venus, m'ont soutenu. À aucun moment il y a eu des doutes de quoi que ce soit, puisque de toute façon on a été toujours tous transparents, parce que j'ai été également perquisitionné chez ma mère. Ma mère a été perquisitionnée, sa maison a été perquisitionnée, il faut le savoir. Et on l'a déplacé pour éviter quand même, et d'ailleurs les gendarmes ont été de ce côté-là très compréhensifs, ils ont évité de m'amener avec les menottes chez ma mère. Donc, et puis ma mère n'était pas là. Donc non, on a fait bloc. La famille, de toute façon, on doit voter une famille unie, et c'est la raison pour laquelle on souffre. Est-ce que vous gardez foi en la justice après tout ça ? La foi en la justice, oui, la justice des hommes, j'y crois, si vous voulez, mais le problème c'est que notre dossier rentre dans les belles statistiques dont mérite la réforme de la justice, c'est-à-dire que nous on est dans les statistiques, encore une fois, 23 ans, 5 magistrats instructeurs, 5 procureurs, 4 protagonistes, un dossier aussi lourd, relayé, il n'y a pas que l'affaire de Paquita, il y a malheureusement plein de meurtres, il y a les faits communs, et en 4 ans, je trouve ça lamentable, et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous avons écrit au procureur pour que notre dossier puisse être instruit par enfin un pôle de juridiction à Nanterre au 1er mars, sauf que ça nous a été refusé et qu'on va se retrouver sans doute dans 2 ans encore avec un nouveau juge d'instruction. C'est extrêmement lourd, hein, des dossiers de plus de 3000 ou 4000 codes, à lire un dossier criminel. Un professionnel, c'est déjà dur puisqu'effectivement il en a d'autres, mais en tant que profane en la matière, je peux vous dire qu'un dossier criminel, ça ne peut pas se digérer en 3 ans, 4 ans, d'autant plus avec l'évolution des pièces et des enquêtes criminelles. Donc on perd du temps. Ah oui, non, mais le temps est perdu. Cette boîte dont a parlé Maître Maz tout à l'heure, effectivement, a été un levier, ce qui nous a un petit coup d'aide pour que la justice ne nous oublie pas. 23 ans après la mort de Paquita, peut-on encore espérer la résolution de l'énigme ? Pensez-vous, David, qu'on peut rattraper le temps perdu et ce qu'on a appelé un fiasco judiciaire ? La réponse est très difficile à vous la donner, puisque dans l'évolution, enfin du moins dans la pratique actuelle des procédures, hormis effectivement cette nouvelle juridiction sur les cold cases, mais tant que le dossier évoluera tel qu'il a évolué depuis le début, depuis la découverte du corps de ma sœur, non, je n'y crois pas du tout. Ah oui, vous êtes plutôt pessimiste. À moins qu'il soit orienté, encore une fois, avec des cellules professionnelles, des cellules spécialisées, puisqu'il en existe. Mais aujourd'hui, en restant comme on reste, hein, avec une juridiction angoumoisine où la juge partira parce que c'est logique, Angoulême personne n'y reste, comme dans beaucoup de départements, non, c'est usant. Puis il faut se mettre à la place aussi des magistrats, prendre un dossier aussi lourd avec des erreurs de procédure, avec des fiascos, donc 23 ans après tout, vous savez. On passe à autre chose. Non, je n'ai pas dans l'état actuel des choses et du dossier d'instruction, je n'ai aucun espoir. Bon. Sauf si effectivement, il existe, encore une fois, il existe depuis le 1er mars une cellule qui est faite pour des dossiers comme ceux-là. Voilà, c'est tout. Avis à la cellule. En tout cas, moi j'en profite pour ne pas rester sur cette note
si pessimiste que l'on peut comprendre après 23 ans de procédure. Si, auditeur, vous avez la moindre information, n'hésitez pas à contacter Maître Christine Maz pour envoyer une information qui peut-être encore aujourd'hui n'aurait pas été donnée, ou la gendarmerie. David Para, vous êtes l'un des frères de Paquita Para. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Merci, au revoir. C'est la fin de cette 16e saison de Homicide. Merci, chers auditeurs, de l'avoir suivi. Si vous voulez réagir à cette affaire, à ce podcast, j'attends vos étoiles et vos réactions sur vos applis de podcast préférés.